D'accord, y compris violent. Et là, en termes d'analyse psychosociale, parce que il ne suffit pas d'analyser les acteurs. Peut-être qu'il est nécessaire pour nous d'étudier l'environnement, le terreau, c'est-à-dire la société algérienne. Est-ce qu'à ton avis, à cette époque-là, la société algérienne, grosso modo, il y a une partie de la société algérienne qui demandait des libertés, une certaine identité, une certaine ouverture sur le monde, ça c'est clair. Mais est-ce que tu ne penses pas que qu'à l'époque, la société algérienne, peut-être majoritairement, je ne sais rien en termes quantitatifs, mais est-ce qu'à ton avis, elle ne revendique, elle n'était pas demandeur d'un certain discours violent? La société avait besoin peut-être de s'exorciser, de s'exprimer. Il y avait une forme d'extériorisation de cette violence. Les gens se retrouvaient, comme il y a des gens qui se retrouvaient dans un discours j'allais dire démocratique, libéral, ouvert, intelligent, etc. Beaucoup de gens également se retrouvaient dans les Belhaj. Discours, oui. Pratique violente, non. La société ne se reconnaît pas dans la pratique de la violence. Dans le discours, oui. Les gens sont très virulents parce qu'ils ne supportent pas les dépassements. Ils ont toujours été frustrés d'expression. En plus, la décennie 80, elle va se caractériser par quelque chose d'absolument flagrant et abominable. C'est l'apparition des nouveaux riches. C'est ça. Des nouveaux riches, des types qui ostentatoirement montrent qu'ils ont réussi dans la vie, ils deviennent des archimillionnaires, des milliardaires, subitement ils commencent à étaler ce qui ne se faisait pas avant. Donc, il y a cet étalage. La corruption du régime dans les années 60-70, elle était plutôt pudique, j'allais dire entre guillemets, discrète. Pudique. Il y avait plus ou moins de la retenue. Les gens préféraient, ils étaient corrompus, mais préféraient placer leur argent ailleurs. C'est comme ça qu'ont été achetés les hôtels, qu'ont été achetés des trucs, les restaurants à l'étranger. C'est comme ça qu'un certain général est devenu le grand mania de la boucherie halal en Europe ou en France. On en a déjà parlé. Oui, mais le problème, il est là. Oui, c'est fondamental. Mais après, on a commencé à voir les choses se développer en Algérie, ostentatoirement. Et on pensait que avec la nouvelle politique d'ouverture, etc., avec les nouvelles réformes, etc., ça pouvait passer à partir du moment où il y aurait une redistribution de la richesse. Est-ce que ce qui s'est passé dans les années 80, comme tu viens de le décrire, est-ce que ça ne justifiait pas quelque part le discours moralisateur du fils? Oui. Parce que Jabhat al-Islam il est كان تقول بانه فيه الفساد فيه فساد الاخلاق فيه فساد المال فيه فساد السلطه et tout le monde était d'accord en fait. C'est sûr, tout le monde. Non, enfin y compris tout le monde était d'accord que le pouvoir était corrompu. Ah oui, mais tout le monde était d'accord. D'ailleurs dans les années 80, 88, 89, 90, il y a un moment où il y a eu une sorte de consensus. De consensus entre toutes les mouvances en Algérie, démocratiques, communistes, républicaines, laïques, islamistes, nationalo-islamistes, nationalo-républicains, contre le pouvoir. Sauf qu'il y avait deux démarches différentes. C'est ça. Des gens qui disaient il faut réformer en respectant la loi, il faut préserver la loi, il faut préserver la l'État, justice, l'État et la République, etc. Il y avait d'autres qui voulaient en découdre par la violence, y compris par la violence physique. Ce sont les deux solutions qui se sont présentées à l'époque. Et ben, à ce moment-là, parce qu'un jour, je me souviens, tu avais développé furtivement comme ça une idée que je trouvais très intelligente et très intéressante. C'est que n'y a-t-il pas là une sorte, et je te le rappelle seulement comme ça tu le développes encore plus, parce que de mon côté, j'analyse cela en termes de paradoxe comme concept mathématique. Je l'analysais en termes de passage, de revendication d'un type, par exemple, comme Saadi, qui à un moment donné était prêt pour mourir pour la démocratie. Il appelle à la suspension du processus électoral par la suite. Quelqu'un comme Ali Belhaj qui considère que la démocratie est coffre, l'a revendiqué après. Bon, dans l'analyse un peu plus profondément, est-ce que le mouvement qui était considéré comme étant un mouvement intrinsèque
à la dimension du FLN, c'est-à-dire le mouvement islamiste qui était intra-FLN dans le discours, dans la dimension, etc., donc qui était un mouvement d'encadrement, ne s'est-il pas transformé en un mouvement élitaire dans ton concept? Et le mouvement élitaire, c'est-à-dire identitaire et démocratique, qui était un mouvement donc élitaire, ne s'est-il pas transformé après en un mouvement d'encadrement? N'y a-t-il pas ce... Est-ce que tu peux nous expliquer cette idée? Elle est de taille. Bien sûr, parce que ça montre bien qu'il y a une interactivité de la société avec le réel. On ne fonctionne pas avec des idéologies, avec des idées arrêtées. Des absolus. Des absolus. Personne ne fonctionne comme ça, sauf les gens qui sont à côté de la plaque. Qui sont dans une sorte de paranoïa. Quand il y a la paranoïa, on est sur une sorte d'autisme. Une sorte d'autisme. Et on refoule la réalité. Là, il y a l'homme politique et l'homme qui a un projet politique sur la société est obligé de tenir compte de l'interactivité avec la société. C'est-à-dire que la tectonique permanente. C'est la tectonique, exactement, le terme est heureux. Ce qui fait que les gens qui demandaient à l'État de se réformer, sur tous les plans, y compris et surtout sur le plan institutionnel, qui ont abouti en 89, en février 89, à une nouvelle constitution qui consacre ce principe. Ces gens-là vont devenir les défenseurs de l'État, les défenseurs de l'unité et de la préservation de l'État qui est, par définition, un instrument de contrôle de la société. C'est-à-dire ils sont passés à autre chose. Non, exactement le contraire. Ils se sont adaptés aux nécessités. Ils se sont adaptés aux nécessités. Les gens qui, de l'intérieur du système, et qui étaient dans la polarité d'encadrement. C'est-à-dire l'islamisme du l'islamisme. Il était dans la polarité d'encadrement puisqu'il est sous-jacent au FLN. Trouver que la faillite, elle est liée à la décomposition du FLN sur tous les plans, politique, économique, culturel, moral, religieux, etc. Et que la solution, c'est de reformater la société, la reformater sur un projet qui est un contrôle beaucoup plus important. Mais de substitution aussi. Mais pour arriver à ce contrôle, il faut un processus élitaire révolutionnaire. Alors que le premier est un processus élitaire réformiste. Les deux choses sont différentes. Pourquoi le premier est réformiste et le second est révolutionnaire? Donc, pour reprendre un concept cher à Reda Melek, il y a un mouvement évolutionniste, c'est-à-dire évolutionnaire dans le sens entre guillemets, et l'autre plutôt révolutionnaire. C'est-à-dire l'Algérie dans sa relation avec le monde. Moi, je parlerai de mouvement réformiste que évolutionniste. Évolutionniste, ça fait partie d'un certain vocabulaire. Il y a une sorte de déterminisme. Parce que lorsque tu dis réformiste aussi, il y a une équivoque dedans. Parce que dans le réformisme, il y a toute une tendance politique à l'intérieur du régime, dans un sens politique, mais il y a également une tradition de dimension religieuse. Bien sûr, bien sûr. Bon, je parle de la réforme politique. Je ne parle plus de l'islam de l'association des ulama, je parle de la réforme politique. La réforme politique, c'est quelque chose qui est dans la nouvelle culture politique à l'échelle internationale dans le monde occidental, fondamentalement. Après les déverrouillages des grandes dictatures, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, nous avons vu cela. L'expérience de la perestroïka, la glasnost. Bien sûr. Tout ça, ça fait partie d'une idéologie de la réforme. Et tu as l'idéologie ou la pratique révolutionnaire. À la fin des années 80, la pratique révolutionnaire, c'était le monde islamiste et la pratique révolutionnaire. Ça s'est inversé. Bien sûr, ça s'est inversé. C'est ça ce que je voulais. C'est ça qui est inversé. C'est ça qui est inversé. Donc, le révolutionnarisme avait l'apparence élitaire, et c'est vrai qu'il avait une apparence élitaire. Pourquoi? Parce qu'il fait bouger la société. Il a perturbé. C'est des centaines de milliers de gens
qui sont descendus dans la rue. C'est les femmes, enfants, les familles entières. Les familles entières. La révolution, y compris dans l'habillement, la façon d'être, la façon de se comporter, la façon de communiquer, la façon de provoquer. Quand un blage s'habille en tenue parachutiste et qu'il va vers le ministre de la Défense, qui lui est en civil. C'est paradoxe, c'est inouï. Moi je trouve ça formidable, c'est un truc absolument fou. C'est surréaliste. Mais c'est ça la révolution. C'est une véritable révolution. Dans le sens, si je puis me permettre, c'est une révolution surréaliste. Mais c'est une révolution sans contenu. Alors, j'y arrive. Ah d'accord. Tu me prends deux cours. D'accord, j'ai envie de te prendre deux cours. D'accord. La différence fondamentale. Continue, je t'allume la lumière pour t'éclairer les idées. Merci. Allez, continue. La différence fondamentale, c'est que la polarité élitaire, identitaro-démocratique, avait un programme qui revient de la tradition de la réforme, qui revient de la tradition des luttes démocratiques, adossé à l'expérience occidentale, adossé à l'expérience d'un certain nombre de pays qui ont suivi, les révolutions non violentes. Et ils avaient un programme. Ils avaient une idée de ce que pouvait être une vie associative, une vie politique, une vie... Non, un projet de ce qu'ils appellent un État moderne. Un État moderne, exactement. Même si les autres ne sont pas d'accord sur le concept. Oui, non, mais bien sûr. Dans le style révolutionnaire, pas du tout. Dans le style révolutionnaire, l'émergence du fils en 1991, 90-91, à partir de 89. 80, oui, se cristallise. Avec les élections locales. C'est un peu le processus qui se déclenche en 1954. C'est-à-dire un processus qui se passe totalement d'une programmation, déclenchant le mouvement, bousculant la société, nous remettrons de l'ordre après. C'est comme ça que d'ailleurs, moi, une fois, j'ai discuté avec Abbassi Madani, c'était dans un débat à la radio, j'étais invité pour parler au nom de mon parti de l'époque, le PRA. Il y avait Abbassi Madani, etc. Parmi les questions que j'avais posées, M. Abbassi Madani, concrètement, c'est quoi votre programme politique? Il m'a dit, vous le saurez une fois on arrivera à la présidence de la République. C'est-à-dire, c'est un programme a posteriori. C'est comme les gens de novembre 54, on lance, et après on verra, on va régler les problèmes. Moralité, on a vu ce que ça a donné. Le fils, c'est exactement la même chose. Sauf que, il faut le dire à leur décharge et à leur charge. Ils se pensaient un segment du mouvement islamiste international. Et ils se disaient qu'une fois ayant pris le pouvoir, nous aurons, par l'échange fraternel, par la coopération étroite, un projet prêt à porter. Un projet prêt à porter de clé en main. Clé en main, de type iranien ou de type, ça dépend, iranien ou saoudien. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y a eu la guerre en Irak et que les principaux dirigeants de la mouvance islamique faisaient aussi bien antichambre à Téhéran qu'à Riyad. Les gens ne se souviennent pas, mais il faut se souvenir de ça. Donc, et en plus, cette sortie qui a complètement atterré les classes moyennes et qui les a fait... Entre parenthèses, c'est Bagdad. Il ne faut pas oublier que pendant cette guerre, l'Algérie était plutôt Iran. Franchement, je elle était plutôt, en termes de politique étrangère, elle était plutôt Iran, et même la tentative de réconciliation conduite à l'époque par Mohamed Saddeq Ben Yahya et qui a connu une fin tragique, donc l'assassinat, et que tout le monde sait, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde sait que c'est l'Irak qui a tiré, c'est Saddam Hussein qui avait tiré sur l'avion de Ben Yahya, mais l'État algérien n'avait même pas bougé un doigt pour réhabiliter ou pour revendiquer la justice à feu, et à l'Algérie aussi, à feu Ben Yahya et à l'Algérie. Bon, c'était juste une parenthèse pour reprendre un petit peu l'époque. C'est-à-dire que, oui, là c'est un autre chapitre qui mérite effectivement de s'y arrêter. Mais le problème central, c'était celui-là.
la mouvance islamiste, et par les déclarations d'un certain nombre de ses responsables, disait de toute façon, nous ne sommes pas isolés, nous sommes dans un système de solidarité multidirectionnel et une fois que nous prendrons le pouvoir, nous serons assistés par nos frères en religion parce que nous sommes dans une logique communautaire et non pas de type national.